Les cours des bêtes vous est présenté par les éditions Griffes Rouges. Attention, ce podcast est narré par un homme au charisme presque divin et aux manières d'une rare distinction. Toutefois, certains propos pourraient heurter les sensibilités. Les récits qui vont suivre contiennent des passages explicites et parfois troublants. Vous en serez avertis. Oh, un nouveau venu. J'arrive à ressentir votre soif pour le mystère jusqu'ici. Est-ce l'appel du troublant qui parvint à vous convaincre, ou est-ce l'attirance pour le malin? Dans tous les cas, cher auditeur, bienvenue dans mon domaine, dans un monde de cauchemars et de diablerie. Bienvenue dans l'écho des bêtes. C'était dark ça? Inquiétez-vous pas, je suis pas toujours de même. Où le suis-je? Ben non, on est ici pour se divertir et avoir du plaisir. C'est pour ça que je vous présente un tout nouveau podcast sur des belles bébites qui tuent du monde en écorchant leur peau à coups de griffes. Oui, j'ai des problèmes, mais j'assume. Qu'est-ce que l'écho des bêtes, me demanderiez-vous? Il s'agit d'un podcast créé par mes soins afin de vous présenter d'innombrables créatures issues de légendes, mythologies et folklore. Je vous parlerai de leurs origines ainsi que de leur impact au travers de l'histoire avec un gros H. Afin de partir la machine du bon pied, je suis sûr que ça se dit, je me dois de vous parler de mon monstre préféré. Peut-être est-ce même le vôtre? Je parle bien sûr du loup-garou. Avec le vampire, cette créature est probablement la plus connue, grandement aidée par les œuvres cinématographiques qui lui sont dédiées. Mais vous allez voir que les mythes s'éloignent plutôt pas mal de ce que nous présente Hollywood depuis plus de 80 ans. Sans plus attendre, parcourons l'histoire jusque dans les plus lointains recoins de l'humanité afin de découvrir ensemble le mythe du loup-garou. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est un loup-garou? Partons du principe que vous habitez dans une grotte depuis près d'un siècle afin de définir clairement cette chose. On parle de loup-garou ou de lycanthrope lorsqu'un homme se transforme à la pleine lune en une bête assoiffée de sang et qu'il terrorise les contrées par sa présence démoniaque. Il arbore généralement les traits d'un loup géant sur deux pattes pouvant éliminer quiconque se dressant sur son passage à l'aide de griffes tranchantes et d'une gueule surpuissante. On retrouve le loup-garou un peu partout dans la pop culture. Il est important de citer sa toute première adaptation au cinéma en 1941 dans The Wolfman, un classique pour les films de monstres de cette époque. J'aimerais en profiter pour placer son remake de 2010 qui est largement sous-estimé selon moi. L'ambiance gothique qui règne sur le film est tout simplement somptueuse. Allez y jeter un œil, pour les fans de genre, vous serez ravis. Bon, c'est sûr qu'il y a une scène ridicule avec Anthony Hopkins et Benicio del Toro qui font de la lutte en loup-garou, mais sinon, ça reste excellent. Il ne faudrait pas oublier la saga Underworld où une variante du lycanthrope est présentée. On peut dire la même chose de la saga Twilight qui a pris une majeure liberté avec le mythe. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, je risque d'enflammer les passions de certains partisans endormis de la Team Jacob. Du côté des livres, je peux citer le fabuleux Harry Potter and the Prisoner of Azkaban d'où provient le professeur Lupin, mon amour. Il existe également Cycle of the Werewolf par Stephen King, un court roman relatant d'attaques de loup-garou au courant d'une année. Comme dernier exemple, je me devais de parler de l'épique saga du loup de feu par l'exquis Sean Parsons où la figure de la bête y est représentée avec brio. Je ne dis pas juste ça parce que c'est moi l'auteur. J'aurais pu parler de pop culture encore longtemps, mais je me devais de caser à quelque part que j'écris des livres. N'hésitez surtout pas à me soutenir, il me tarde de manger autre chose que des biscuits soda. Être un artiste au Québec, c'est tellement génial. Le mythe du loup-garou est bien plus ancien qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas à la trépidante époque du Moyen-Âge qu'il est apparu pour la première fois, mais bien en Mésopotamie vers 1200 avant Jésus-Christ. En fait, peut-être avant, mais c'est pas clair. Sa première apparition est liée au célèbre récit de l'épopée de Gilgamesh où une déesse transforme un berger en loup. Ce serait la toute première mention d'une norme maudite forcée de parcourir la terre sous les traits de la bête. Dans les Métamorphoses d'Ovide, écrit vers l'an 8 après JC, Lycaon, roi d'Arcadie, est transformé en loup par le dieu Zeus pour avoir voulu lui servir de la chair humaine. Et oui les enfants, il est très important de craindre le courroux de Zeus, grande divinité de l'Olympe trop occupée à tromper la déesse du fucking mariage Héra avec tout ce qui bouge, allant même jusqu'à se changer en animal afin de capturer des enfants parce que ô grand Zeus en tombe en amour. Ah, la mythologie grecque, que je t'aime malgré tes nombreux problèmes.
Au Moyen Âge, on parle surtout de pacte avec le diable ou d'être maudit par Dieu ou par un saint homme de l'Église. C'est surtout dans cette période que le mythe est devenu plus clair et similaire à la créature que l'on connaît aujourd'hui. Au travers les siècles, le loup-garou a connu plusieurs variantes. Je vous ai parlé du maudit, c'est le classique issu du folklore. Dans la culture nordique, on y décrit que l'on pouvait volontairement se changer en lycanthrope par le biais de rituels chamaniques. Les participants à ces séances pouvaient alors prendre la forme d'un loup pour voyager spirituellement et ainsi acquérir une puissance redoutable. On peut penser aussi aux Ulfennar, ces guerriers semblables aux Berserkers qui se concentraient sur l'essence du loup afin de terrasser leurs ennemis. Ceux-ci ont bel et bien existé en passant, et si on oublie les crimes horribles qu'ils ont commis, dont viol, esclavage et tuerie de masse, ça reste quand même des légendes incroyables. Dans la fiction moderne, on peut penser au lycanthrope génétique. C'est probablement le type le plus connu aujourd'hui et le plus répandu. On le retrouve surtout dans les sagas de The Witcher ou Underworld. Comment devenir un loup-garou génétique, me demandez-vous? Mais c'est très simple. Il suffit d'être assez stupide pour sortir la nuit dans la forêt, présenter ton cou au premier gros toutou qui passe, qui fait des grès, et il suffit d'attendre. Si la bête ne te dévore pas après t'avoir mordu, tu devrais obtenir ses capacités, à savoir une force surhumaine et des capacités de régénération hors du commun. Je ne vais pas flabbergaster beaucoup de monde en déclarant que le loup-garou n'a jamais existé. Par contre, il existe un trouble mental nommé lycanthropie clinique. C'est un léger problème plutôt rare qui fait en sorte que Roger va croire fermement qu'il peut se transformer en animal la majorité du temps en loup. Donc si le soir, à la tombée de la nuit, vous entendez votre voisin hurler à la lune, premièrement, peut-être devriez-vous penser à changer de quartier, et deuxièmement, eh bien, il s'agit sûrement d'une pauvre âme souffrant de lycanthropie clinique, ou de quelqu'un avec de sérieux problèmes de consommation. La drogue, c'est non, les enfants. Et là, je vous entends tous me demander, mais Sean, comment pouvait-on se débarrasser d'une telle créature? Oui, je vous entends. À moins que ce soit les voix dans ma tête, bien sûr. Dans le folklore, il existait plusieurs façons diverses et variées afin d'éliminer un loup-garou. Tu pouvais tout simplement le fesser à coups d'épée si l'envie te prenait. Je conseille juste d'attendre que la bête ne soit pas dans sa forme de bête, justement. Sous sa forme humaine, le loup-garou pouvait être décapité, ce qui reste la façon la plus simple, entre très gros guillemets, afin de s'en débarrasser. Sinon, tu pouvais tout simplement y sacrer le feu. Y a pas mieux pour purifier. On pouvait également pratiquer un exorcisme sur le damné. Logique. Pas logique. Y a rien de logique avec tout ça, puisqu'on parle de quelqu'un de maudit ou possédé, mais tout de même. Dans des cas plutôt spéciaux, on pouvait tout simplement retirer la peau du loup. Ouais, je me vois mal faire une douce séance de coiffure avec une créature pouvant m'arracher la face. En fait, il s'agissait plutôt d'enlever une peau maudite d'un loup que pouvait porter le lycanthrope. Et l'argent dans tout ça, me demanderez-vous? Eh bien, il n'est jamais dit précisément dans le folklore qu'une balle en argent puisse achever un loup-garou. Cette idée vient surtout du cinéma dans The Wolfman, encore lui. L'argent reste un métal purifiant, mais tenter de vous débarrasser d'un lycanthrope à l'aide de celui-ci se verrait plus qu'inutile. Et fatal. Même que, selon certaines sources, tuer un loup-garou serait tout simplement impossible. C'est surtout parce qu'il n'est jamais vraiment clarifié avec certitude comment les tuer. Toutes les méthodes que je vous ai présentées seraient issues que de sources obscures, rendant toutes mes recherches absolument inutiles. Il y a tellement de mythes entourant la bête qui vient en fait de notre époque. Par le passé, la notion de transmission de la malédiction par morsure n'était jamais mentionnée. Personnellement, l'idée de la morsure est une idée beaucoup plus cool et attrayante que de pitcher une peau de loup sur un dude afin qu'il se transforme, mais bon, qui suis-je pour juger? L'un des exemples les plus connus concernant les mythes modernes est celui de la transformation à la pleine lune. Sans surprise, cette idée viendrait d'Hollywood. Certains récits folkloriques affirment que les loups-garous se transforment à Noël, question de scraper le party bien comme il faut. Il y a rien de plus plate que de recevoir plusieurs paires de bas en cadeau et de voir que ton frère a reçu une PlayStation pour qu'ensuite tu te fasses arracher les jambes par une bestiole affamée par ta chair. Question de rester dans l'esprit des fêtes, un lycanthrope pouvait se transformer également le vendredi saint. Dans d'autres traditions, le loup-garou reste sous sa forme animale jusqu'à plusieurs semaines ou durant 7 ans ou durant tous les samedis uniquement, pourquoi pas. C'est vraiment juste du bingo rendu là. Faut juste que tu sois chanceux dans ta malchance. Je comprends plus pourquoi l'idée de la pleine lune a été appliquée dans les films. Puis si vous pensez que ces créatures sont issues que des légendes, eh bien vous auriez raison.
Mais mettons qu'on laisse de côté notre cerveau 2 minutes, penchons-nous sur de véritables cas de soi-disant lycanthropes ayant frôlé notre belle terre polluée, ravagée par la guerre et la famine, les maudites brocheuses, les... Oups, attendez, on m'indique que je dois reprendre mes calmants. Ça sera pas long. Bon oui, les véritables cas. L'un des cas les plus célèbres fut celui de Peter Stumpf, aucune idée si je le prononce comme il faut par contre. Son histoire est terrible sur tellement de points. Le seul côté positif est que celle-ci a inspiré l'excellente chanson 1589 par Powerwolf. Alors, ce bon vieux Peter était un fermier vivant en Allemagne du 16e siècle. Veuf de 2 enfants, il a eu une relation intime avec une parente éloignée appelée Katharina Trump. Eh bien, alors qu'il s'apprêtait à attaquer une enfant, l'homme aurait perdu une dent en mordant une pièce de métal que portait la fillette. Alertés, les villageois se sont rués sur le fermier et l'ont soumis à la question. Stumpf va avoir pratiqué la magie noire depuis ses 12 ans, une activité récréative comme une autre. Il a dit que le diable lui avait donné une ceinture magique qui lui a permis de se métamorphoser, prenant l'apparence d'un loup. Mais ce n'est pas tout. Il aurait également admis avoir été, et je cite, pendant 25 ans, un buveur de sang insatiable qui s'est égorgé de la chair de chèvre, d'agneau, de mouton, aussi bien que de celle d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a reconnu avoir tué et mangé un total de 14 enfants, 2 femmes enceintes et leur fœtus. L'un des 14 enfants était son propre fils dont il aurait dévoré le cerveau. Ah ok, il servait à ça mon petit message d'avertissement en début de podcast. Lâchez pas, il reste encore quelques petits détails croustillants. Il aurait également eu une relation incestueuse avec sa propre fille. Bon, rendu où on en est, est-ce que ça vous surprend vraiment? Durant le procès de Peter Stumpf, elle fut emmenée par le fait même devant les villageois en colère afin d'être jugée en compagnie de Katharina Trump. On a donc condamné l'homme, l'amante et la jeune fille à mort. Le premier pour des raisons que, si vous n'avez toujours pas compris, je vous demanderai d'aller consulter. Les 2 autres parce que l'inceste, c'est mal. Ouais, il me semble que j'aurais nuancé un petit peu sur ce coup-là. Je ne vais pas détailler l'exécution tout simplement parce que vous devez déjà avoir votre dose d'affaires dégueulasses. Si vous êtes intrigué, je vous invite à chercher Peter Stumpf sur les internets. Disons simplement que même les Allemands de cette époque-là ne faisaient pas les choses à moitié. Cette histoire est peut-être la plus connue en ce qui concerne les procès de loup-garou. En tout cas, c'est clairement la plus sordide. En France, une autre créature eut droit à sa chanson par Powerwolf, à savoir la fameuse bête du Gévaudan. Dans le département de la Lozère, autrefois le Gévaudan, entre 1764 et 1767, des pauvres paysans subirent de terribles attaques d'une bête inconnue. On parle de plus de 100 attaques visant surtout des femmes et des enfants qui se retrouvaient égorgés, décapités ou mutilés. Selon certains témoignages, la créature ressemblait à un loup mais avec des caractéristiques uniques. Elle aurait eu une grosse tête, des flancs rougeâtres, une raie noire sur le dos, une queue touffue et des pattes robustes. Dans la foulée, on prétend qu'il s'agissait d'un envoyé du malin ou d'une créature surnaturelle. Le roi Louis XV lui-même finit par envoyer des troupes et des chasseurs afin d'éradiquer la bête. Plusieurs animaux sont abattus, mais cela n'empêche pas de nouvelles attaques de survenir. Finalement, en 1767, un chasseur nommé Jean Chastel tue un grand loup lors d'une battue. Les attaques cessent peu après. On ne saura jamais vraiment si le loup abattu par le chasseur était la véritable bête des légendes. Aujourd'hui, il est admis que les attaques devaient avoir été commises par plusieurs animaux agressifs, un tueur en série, ou même que c'était juste une invention pour détourner l'attention des crises sociales de l'époque, soit le pré-drink de la Révolution française. Et là, il faut que je vous parle d'une légende peu connue, mais que moi, me fait personnellement bien rire. Dans ce qui se nomme aujourd'hui la Lettonie en Europe de l'Est, vivait en 1692 un homme du nom de Thies de Kaltenbrunn. Âgé de plus de 80 ans, ce qui en soit un pur miracle à cette époque où tu toussais trop fort puis on devait te choper les 2 mains puis une moitié de jambe pour pas que tu meurs de la gangrène, le vieux Thies se lève un matin et proclame tout fort qu'il serait un loup-garou. Pour donner suite à ces dires totalement sains d'esprit, on s'empresse de juger l'homme pour hérésie. Plutôt que de l'exécuter, on le flagella puis on l'exila. Pourquoi ne pas le tuer, me demanderiez-vous? Eh bien, parce que ce bon Thies clamait qu'il était un loup-garou au service de Dieu. J'aurais tellement voulu inventer ça, mais pour citer David Goudreau, c'est documenté. Le soir, le vieil homme prétendait se changer en loup avec sa gang d'amis afin de rendre une petite visite au diable en enfer, toi chose, puis d'y péter la gueule à lui et ses sorcières. Comme je vous le dis, saint d'esprit le bonhomme.
Le gars était tellement sûr d'être au service de Dieu que ça a convaincu ses bourreaux de le laisser vivre dans son coin sans trop de problèmes. Il rejetait toute forme d'association avec le malin et niait être une créature démoniaque, ajoutant qu'une fois mort, son âme irait au paradis puisqu'elle aura été au service du Seigneur. Terminons ensemble ce podcast avec une légende bien de chez nous au Québec, celle du loup-garou de Kamouraska. Pour tous ceux qui écoutent ce podcast depuis un autre pays que le Canada, Kamouraska est une municipalité située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent dans l'est du Québec. Très bon endroit pour observer le fleuve, dormir dans des cabanes dans les bois et avoir peur des ours qui sont sûrement trop occupés à se pogner le beigne à quelque part dans la nature plutôt que de te pouffer tout rond. Je ne parle pas par expérience personnelle. Sans joke, si vous avez la chance de visiter Kamouraska, c'est l'une des plus belles places au Québec. En juillet 1766, donc, la Gazette de Québec publie un article comme quoi un loup-garou farouche déguisé sous les traits d'un mendiant rusé parcourait le territoire. Un an plus tard, en décembre 1767, la Gazette revient en force et informe la population que le loup-garou, actif depuis plusieurs années, a subi plusieurs assauts, notamment le 3 novembre où il aurait été gravement blessé par un petit animal. Cependant, la bête n'est pas vaincue et recommence à semer la terreur, plus furieuse que jamais, causant un carnage partout où elle passe. Le public est mis en garde contre les ruses de cette malicieuse créature. Et j'ai lu quelque part comme quoi un soir, un curé s'était tanné de toute cette affaire-là et aurait décidé de confronter la bête en y pitchant de l'eau bénite et en y montrant son crucifix. Il n'y a pas de véritable source fiable concernant ce récit, juste des éléments oraux du folklore. Le loup-garou de Kamouraska aurait été changé ainsi après avoir omis de se confesser ou d'accomplir ses Pâques pendant 7 ans. D'autres récits font également mention de gens ayant vendu leur âme au diable ou menant une mauvaise vie, c'est-à-dire ayant une conduite hors des préceptes de l'Église. Le loup-garou, même aujourd'hui, continue d'alimenter les légendes et les histoires autant dans les jeux vidéo, dans la littérature ou le cinéma. Il occupe une très grande place dans mon cœur et ce depuis très longtemps. J'espère que cet épisode vous a plu. Restez à l'affût pour de nouveaux épisodes de ce podcast. J'ai plusieurs mythes et légendes à vous faire découvrir. Donc d'ici la prochaine fois, dites-vous une chose, lorsque la nuit tombe et qu'un ciel aussi obscur que la toge de la mort se dévoile, craignez l'approche de l'écho des bêtes. Je me nomme Sean Parsons et on se retrouve une autre fois dans un prochain podcast. Vous pouvez retrouver chaque épisode de ce podcast sur vos plateformes préférées ainsi que sur ma page YouTube Sean W. Parsons. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil.